Bonsoir. Merci d'être venu ce soir. Donc effectivement, là je crois, maintenant je commence à découvrir que je me suis engagé dans quelque chose que je n'avais pas prévu. C'était effectivement, il va falloir que je fasse plusieurs choses à la fois. Donc je vais à la fois parler en disant je quand je parle pour moi, et je vais aussi sans doute employer le jeu quand je traduis ce que mon auteur va dire. Vous allez, je suis sûr, faire la gymnastique comme il faut. まず古川さんのご紹介があったんですけれども、小説家であり、いろんな作品を出しておられますよね。で、何年からその作家になったんですか？1998年に作家デビューして、大体15年ぐらいですね。Oui, ça fait à peu près 15 ans que j'écris et j'ai commencé à publier mes livres en 1998. で、フランスに出てるのは、今現在、3作ですけれども、donc il y a trois livres qui sont publiés en français. Il y a d'abord, enfin dans l'ordre chronologique, il y avait d'abord une petite nouvelle qui est parue dans une revue littéraire de Leeds, la maison des traducteurs de Saint-Nazaire, que peut-être certains d'entre vous connaissent, une nouvelle qui s'appelait L'horrible homme oiseau. Donc en 2006, il le sait mieux que moi, cette nouvelle était parue dans cette revue. Puis ensuite, il y a eu un premier roman, Alors Belka, tu n'en vois plus, qui est sorti, ça c'était en combien, 2010, je crois, 2011. Et en 2012, est sorti un autre livre, Au chevaux de la lumière et pourtant innocente, qui avait, qui avait la lourde identité d'être le premier livre écrit par un auteur natif de Fukushima après la catastrophe. で、要するにその古川さんがその福島出身の作家として、一番最初にその福島出身の作家で出したその福島のあった地震とか津波とかその原発の事故について出した初めての本だったと思うんですけど、それはすごい重い責任だったかと思うんですけども、短いことでもなんかその責任に関してはどうでしょうか。東日本大震災っていうのは3月11日に巨大な津波が来て、3月12日に原発事故が起きて、皆さんの映像で津波の映像とか見たかもしれないですけれども、ああいった津波に対して人々は声を発せられないですよね。自然が大地に揺れて大きな波が来て2万人の人が死んでしまった。それに対して言葉を出せない。ところが翌日の原発事故になった途端にいろんな人が原発はああだこうだっていろんなことを言い始めた。原発事故が起きたせいで放射能については誰も言葉を出すんだけれども、自然災害については無口のままで止まってしまっている。そういう状況に対して一人の福島出身の文学者として、地震も津波も原発も全部引き受けた言葉を出すための苦闘あがきをしなかったら、この国には小説には救いはないんではないかと思って、そういう思いで行動して書きました。Est-ce qu'il n'y avait pas une responsabilité très lourde à porter d'être le premier auteur natif de Fukushima à parler de cette catastrophe? Et donc la réponse c'est bon, la catastrophe naturelle, elle s'est produite et tout le monde est resté sans voix. Et puis le lendemain, il y avait une catastrophe nucléaire et alors là, à partir de ce moment-là, il y a eu tout le monde qui avait envie de parler. Et bon, il me semblait important. Par contre, comment dire, tout le monde a besoin de parler, tout le monde ressent le
le besoin de parler d'une catastrophe nucléaire, mais les dégâts de cette radioactivité sur la nature n'a pas la voix pour l'exprimer et pour en parler. Et donc, bon, j'ai senti de mon devoir, en tant que natif de cette région, de faire parler la nature, de faire parler les animaux, de faire parler cet environnement qui n'a pas de voix sans ça. Et si je ne le dis pas, alors ce pays, le Japon, n'a aucune chance de se relever. Et, ちょっと話題を変えて、他の今そのフランス語で出してある3冊なんですけれども、他の言葉にも出てますか？自分の作品は英語、イタリア語、韓国語で出てて、多分来月ロシア語が出ます。Alors j'ai des œuvres qui sont sorties en italien, en coréen, et le mois prochain j'ai un livre qui sort en russe. で今度は今翻訳中の本なんですけれども、サウンドトラックの話なんですけども、サウンドトラックは英語とか他の言葉に出てまだ出てないですね。Alors là, je parle maintenant d'un roman qui est en cours de traduction, qui s'appelle Soundtrack, dont nous allons parler maintenant. Alors, je pense qu'il sortira en français en premier, puisqu'il n'est pas encore sorti dans aucune autre langue. Je voudrais vous proposer mon résumé de Soundtrack. Et après, je demanderai à l'auteur son résumé à lui. Alors, fin du XXe siècle. 2 enfants, un garçon, Tota, 6 ans, et une fille, Hitsujiko, 4 ans et demi, se retrouvent par hasard le même jour, seuls survivants sur une île déserte dans le Pacifique. En 2 années, ils développent des techniques de survie et de communion avec la nature proche du chamanisme. Devenus grands et revenus à la civilisation, Tota et Hitsujiko s'engagent dans une tentative de réappropriation spatiale. Par la danse et la musique, Hitsujiko prend le contrôle et modifie imperceptiblement l'espace. Tota, lui, refuse la musique qu'il considère comme un moyen de contrôle psychique et s'engage dans une action plus violente, soundtrackless. Les actions s'enchaînent à un rythme effréné. 自分の読んだ本でその感想に合わせてあらすじを短くしたんですけども、まずそれは翻訳しないで、まずその作家の自分の何ですか、そのあらすじを自分の言葉でどういう内容なんですか？これは最初に、孤児になった2人の男の子と女の子が無人島で出会って、つまりバックグラウンドのない日本人という2人が疑似的な家族を作る。それが、国家というか東京都に発見されて、人間社会、日本社会に入っていく。そして彼と彼女は人間が作っている日本の社会のシステムというもののいびつさに気づいて、そのいびつさを攻撃する存在となっていく。そしてこの2人の周りにシステムから阻害された、例えば日本社会の中の移民や、変な話ですけど日本社会の中でポルノグラフィーを撮っている人間や、天皇制っていうシステムから弾き出された、差別された人たちや、そういうシステム以外の人たちが集まってきて、日本のシステムそのものに攻撃を加えていくという、ややバイオレンスの強い、カタストロフィーを目指している小説です。Deux enfants qui se rencontrent sur une île déserte et qui grandissent au milieu de la nature et qui grandissent donc sans avoir le background, sans avoir l'éducation japonaise que les enfants de leur âge ont habituellement, sont réintroduits, réintroduits dans la société japonaise après quelques années, et ils découvrent le système japonais sans y avoir participé avant, et donc ils découvrent le système qui est à la base de certains mauvais fonctionnements de la société japonaise, comme par exemple le système impérial et le système de ségrégation de certaines professions. Et ils trouvent ça anormal, et avec leurs moyens et avec
expérience naturelle, ils essayent de mettre à bas ce système, de détruire ce système. Bon, jusque-là, j'ai l'impression que j'étais pas trop loin du sens du livre. だけどもう一つは、なんていうんですか、その羊子とトロタがやって東京に行って、だけどまた連絡し合って、とりあえずもう一回一人やりたい。それはとてもすごいロマンチックな場面もあります。だから結局破壊はあくまで再生のために、本当に美しい世界、結びつく愛情の関係、本当の家族みたいなのを作るためには、一旦家族だから愛はあるでしょうみたいな欺瞞をフラットに排除しなくてはいけない。その過程がやはり2冊分1000枚かけていかないと、その本当の美しいロマンまでたどり着かない。Alors, il y a un autre aspect du livre dont je n'ai pas parlé, c'est ces deux enfants, ils arrivent à Tokyo et ils sont séparés, alors qu'ils ont cette expérience sur l'île d'être proches comme un frère et une sœur. Et il y a un aspect excessivement romantique dans cette tentative de ces deux enfants d'essayer de se retrouver et de communiquer à travers l'espace et sans utilisation du langage. Et donc la réponse de l'auteur, c'est effectivement, il y a l'idée de détruire et de mettre à bas un vieux monde, c'est toujours pour essayer de construire quelque chose de beau, et en particulier, en tout cas, de commencer par construire un beau roman. Et donc pour construire quelque chose de beau, effectivement, la destruction ne suffit pas, et il y a cet aspect romantique qui est essentiel. Et alors, passons aux choses concrètes. On va vous lire un passage. Au 5e jour après le tremblement de terre, ils trouvèrent une grotte susceptible de devenir un abri de longue durée, en oblique par rapport aux collines qui formaient le pourtour de la zone herbeuse. Ce n'était pas une grotte naturelle. La croûte terrestre avait été creusée et les parois consolidées par des hommes et des machines, et profondes. Elle leur plut pour les nombreuses surprises qu'elle leur offrit dès leur première exploration. À un moment, le couloir bifurquait à 90 degrés, puis continuait et ressortait derrière la falaise, légèrement en décalage par rapport aux collines, et on voyait la mer. 地震から5日後には長期用のシェルターにふさわしい洞窟が発見される。草原地帯ではヘリの方に位置している丘陵の斜面にあった。自然の洞ではない。それは人力と機械によって岩盤を掘り抜かれていて奥深かった。最初の探索地から2人はいろいろと驚かされて、だから気に入った。その洞窟は途中で角度をかっきり90度変えていて、さらに前進すると丘陵の裏側から少しずれたあたりの圏外に抜けた。そして海が見えた。Un canon anti-aérien trônait encore. 高射砲が据えられていた。 Le corps en acier était tout rouillé. Une partie s'était même désagrégée, comme un être vivant momifié. Il ne restait aucune trace des poignées de tir ni des manivelles de pointage, mais les anneaux sur le fût de petit calibre étaient intacts, ce qui donnait l'impression d'un os très long, aux articulations calleuses. Un os très très long, couleur rouille, mort misérablement. Un os très 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 long. だが鉄製の方針は荒まし錆びて、一部は生き物のミイラと化したかのように崩れ落ちている。発射管や不良ハンドルは跡形もない。方針を占めるリングの部分だけが崩れずに残っていて、だから全容は一見関節のコブがついた長い骨のようだった。長い長い骨、鉄サビ色の無残に死んだ長い長い長い骨。 L'espace sur lequel régnait le canon était étroit mais solide. D'ailleurs, les parois de béton avaient résisté au tremblement de terre, même pas fendues. La base du canon était fichée en terre. 小口径砲を主人としている空間は狭いが、その分丈夫だ。実際、地震でも壁のコンクリートは剥落していない。ひび割れもない。砲台が大地を釘付けている。 Ce fut leur maison numéro 2. 第二の En 我が guise 家 de だ。 cérémonie d'inauguration de ト leur ータ nouvelle と羊 abri, 子にとっても、 Tota それが Isuzuko procédèrent à l'installation du crâne de chèvre.
Sujiko la placera de ses mains sur la crémaillère du système d'azimutage vertical, car il n'avait certes pas oublié d'emporter l'ossement à 2 petites cornes sur les affaires de leur maison numéro 1. Hausse sur hausse. Le canon anti-aérien contre son histoire de 20 côtés. Une deuxième surprise eut lieu, à peine une dizaine d'heures plus tard. L'île se trouvant prise dans une zone de basse pression, une lourde pluie se mit à tomber. La prairie se trouvait exposée au martèlement des gouttes. C'est alors que Tota et Sujiko trouvèrent au fond de la course qu'ils avaient choisi comme maison numéro 2 un troupeau de chèvres qui était venu s'y réfugier. De drôles invités, une dizaine, qui étaient là pour se protéger de la pluie, comme attirés par l'esprit du crâne à qui le lieu était maintenant consacré. C'était la première fois qu'ils se trouvaient nez à nez. Tota, Sujiko, les chèvres. Les différentes espèces d'êtres partagèrent la plus contre la pluie, les deux côtés respectant le silence. Ils gardèrent leur distance, comprise généralement entre 2 et 3 mètres, parfois plus quand le petit couloir se trouvait entre eux. Mais les chèvres ni ne s'enfuirent, ni ne tentèrent de faire fuir les humains. Tota et Sujiko partagèrent le même air que ces êtres dont le pelage dégageait l'odeur de la vie sauvage. Et continuèrent de le partager cet air jusqu'à ce que la dépression s'éloigne. Leur maison numéro 2 était la paix des chèvres en cas de mauvais temps. À l'évidence, chaque fois qu'il pleuvait, le troupeau se réfugiait dans un gros tapis de ciel, vestige de la guerre. Tota et Sujiko ont compris la vérité. Une table existait sur le sol de leur maison. Quand il faisait froid, jonchait la galerie. Déjà quand il avait aménagé. Les croûtes sèches, les croûtes sèches, mais ramassons-les, dit Tota. 拾い集めたヤギの糞を非常用の燃料にするために羊子に指示する。このシェルターだったら焚き火できるから煙が外に抜けるでしょ。一切の表面があったかのように真な干渉が舞台装置を整えていたかのようにそれが冷え込む夜が来る。亜熱帯の家でも季節の変化が生じる。冬が来る。早朝には気温が摂氏12度前後に迫り一気に落ちる。暖を取っていた。まだ二人とも眠らない。人工的な堀の内側の壁は滑らかで焚き火をきれいに反射した。影を動かせば影の腕を振る。羊子は起こしたホムラによって温まった肉体を動かし始める。影を見ながら動かしてトータもその影の運動を見ている。裏の遊びだった。そして遊びは必須だ。火は燃え盛っていて岩肌に踊る影は濃い。羊子は次第に動きそのものに夢中になる。動けば動くほど内側から体は熱をはらんで羊子を跳ねた。膝の白がある。トータは跳ねる影の方を見ている。羊子ではない。羊子の影を見ている。命あるもののように影は腕を振り回して頭を右に左にとかしげた。手と足を逆に開いた。それからかかとが空に飛んだ。その影はある種の自立といえる身体感覚を所有していてただ見つめているだけのトータを魅了する。トータは運動するイメージにあたかもいられる。その後ろ側でトータの背面にいて羊子は待っている。羊子は地震に翻弄された時の動きを再現しようとしている。重力から解放された時のあの感覚をもう一度手に入れようとしている。自分でも意識はしていないが両腕が旋回する一瞬、あるいは物を跳ねて弾ける一瞬、歓喜に似たものを得る。その歓喜をトータは岩肌から焚き火によって映し出された影から得た。羊子の感情を共有した。それは映し出されて羊子はいない場所に羊子の生の感情がある。投影されて球体を求めて動き続けてそこに映像がありそこに踊りがあった。メルシー。Vous n'aurez pas la lecture de la traduction de ce passage, mais je vais quand même vous dire un peu ce qui se passe. En fait, c'est la scène presque clé du roman. C'est là où on découvre que la petite fille découvre en elle une sorte de don pour la danse. Ce don pour la danse lui vient d'une expérience assez étonnante, c'est-à-dire le jour du tremblement de terre dont il est question un peu. La vague du tremblement de terre, c'est-à-dire l'ondulation du terrain, donc de l'île sur laquelle elle se trouve, la projette une fraction de seconde en l'air, et donc elle fait une
une sorte de saut parabolique qui donne l'expérience de l'apesanteur. Et cette expérience d'apesanteur, en une fraction de seconde, elle déconnecte sa conscience et son corps, et elle s'aperçoit de la dualité, et elle voit son corps bouger, et toute sa vie, à partir de cette expérience-là, toute sa vie consistera à essayer de retrouver la même expérience, à essayer de retrouver cet état d'apesanteur que le corps peut prendre quand il bouge, et c'est donc la danse, c'est donc la définition de la danse. Et elle deviendra danseuse, et là c'est la scène où elle danse pour Tota qui est le petit garçon, et ils sont dans la grotte où ils habitent, dans cette île, et il y a un feu, et elle danse devant le feu, ou derrière le feu si vous voulez. En tout cas, Tota, lui, ne regarde pas Hitsujiko, il regarde l'ombre de la danseuse sur la paroi de la grotte. Et c'est une émotion, c'est plus qu'une émotion, c'est-à-dire c'est une sorte oui, il est transpercé par l'émotion de ce mouvement. Et donc c'est ça le don de Hitsujiko, la petite fille, qui est que par sa danse, elle peut donner des émotions, ce serait presque banal, mais elle peut modifier les impressions des gens, elle peut modifier les mentalités, et elle peut même modifier l'espace. C'est-à-dire, ce qu'elle dit toujours, c'est elle essaie de reproduire le tremblement de terre qu'elle a ressenti dans son corps. Et puis au bout de quelques années, quand elle a développé cette technique, elle se dit, bon, reproduire un tremblement de terre dans mon corps, c'est encore pas assez. Maintenant, il faut que je le reproduise à l'extérieur. Et diffuser le tremblement de terre à l'extérieur de son propre corps, et c'est à partir de ce moment-là qu'elle devient capable de modifier l'espace par les tremblements et par l'espèce de vibration qu'elle émet. Hitsujikoにとってダンスというパワーが自分の中に発見してるんですけれども、でそれはどういうふうにそのパワーを使っているか、それただのダンサーなのか、それともなんかその道具として何のために使っているの？もともとHitsujikoがダンスを発見したのは、地震が起きて自分の体が宙に浮いて、自分が考えない動きを体がしてしまう。その時自分の自我、エゴと自分の肉体っていうのが分かれた瞬間に逆に自由の可能性も見えた。でこの体が地震によって起きた動きを自分で自覚してエクササイズしてダンスとして動けるようにすれば、その踊りを見た人もいつも体に閉じ込められてるエゴが解放されて、もっと、オブセッションの解放になってしまうので、ここで踊りを見た人たちが全員別な自分を発見する、自由な自分を発見する、自分のなるべき姿、理想の自分、あるいは自分が恐怖している対象を発見するような、人々の精神を解放するためのツールとしてHitsujikoは今後ダンスというものを極めていく。Oui, alors c'est à peu près ce que je vous ai dit. Simplement, la précision, c'est que comment les gens réagissent et pourquoi les gens sont modifiés par cette danse, par la danse de Hitsujiko, c'est une sorte de dissociation presque comme une thérapie. C'est-à-dire, quand ils voient Hitsujiko danser et quand ils voient Hitsujiko faire, se dédoubler entre son corps et son esprit qui se voit danser, eux-mêmes se dédoublent et voient leurs peurs, et voient leurs angoisses, et voient leurs problèmes. Et prennent conscience, un peu comme une analyse, si vous voulez, elle les fait accoucher d'eux-mêmes, dans le sens où elle leur permet de se dédoubler et de se débarrasser des choses inutiles. Voilà. でまずその朗読会とかそのイベントは、日本でよくやってられるんですか？僕は日本人の作家としてはいろんなイベントを多くやってる
それはまあ、いわゆる文学的な書店のイベントやその授業で教えるようなこともやってるけれども、逆にまあサウンドトラックに引き付けてダンサーと2人でステージを作ったり、美術家と2人で展覧会を開いたり、あるいはミュージシャンと2人で朗読の音楽イベントみたいなことをやってます。Alors je lui demandais s'il fait souvent au Japon des lectures comme ça. Alors effectivement il vient du théâtre, je crois que vous aviez compris qu'il dit un peu. Moi je ne viens pas du théâtre, vous aviez dit. Donc effectivement, il est un des relativement rares auteurs japonais à faire beaucoup de lecture publique de ces textes et de faire des événements en collaboration avec des musiciens ou avec des acteurs ou avec des danseurs ou avec des plasticiens aussi bien. フランスでも今回は初めてじゃないんですよね。2012年のそのパリのサロンで朗読会は結構話題になってたよね。Donc c'était pas, en fait aujourd'hui c'est pas la première fois qu'il fait une lecture de ses œuvres en France, puisqu'il était au Salon du Livre en 2012 et où je me souviens que la lecture publique certains y ont assisté, avait été un événement assez impressionnant où effectivement l'entendre lire en japonais avait fait une espèce de mouvement de foule dans le Salon du Livre à Paris où tout le monde s'était retrouvé sur ce petit espace. C'était assez impressionnant. Donc c'est pas non plus la première fois qu'il a l'occasion de lire en France. でその朗読になって声を出して読み上げるっていうのはとてもなんていうんですかその古川さんの文章がもともとそれに似合ってると思うんですよね。でだからそれお聞きしたいんですけれども、その書く段階からその声を出して試して文章を書いてらっしゃるんですか？いや、それはしてないです。それをすると要するに読者っていうのは普通黙読するわけだから黙って読むわけだから、その時に最初から声に出すために書いたとしたらそれは小説の楽譜になってしまって音楽作品のための素材にしかならない。だから自分で声を出しながら書いてしまったらば文学っていうものからちょっとはみ出てしまう。あくまで文学に留めるために書いてる時は基本的に声に出してないです。Alors évidemment, la question qui me paraissait naturelle à ce moment-là, c'était de lui demander est-ce que, parce que ces phrases, elles appellent la lecture, on dirait, elles appellent une voix qui les dit, et je lui demandais s'il écrit à haute voix, c'est-à-dire on a nécessairement la référence au gueuloir de Flaubert, etc. Et je voulais savoir s'il écrit, s'il vérifie, s'il passe ces phrases à la voix avant de les décider, et il dit non, pas du tout, parce que je ne veux pas que le livre devienne simplement une pièce de musique. Il ne s'agit pas d'écrire une partition, je ne veux pas que la littérature disparaisse de cette écriture. Donc non, je n'écris pas pour faire une performance vocale, j'écris encore une langue écrite. Bon, en tout cas, en tant que traducteur, moi tout de suite, quand j'ai lu ces livres, je crois que c'était difficile de passer à côté, mais effectivement, on voit tout de suite une musique à l'intérieur et un rythme. Et donc, tout mon travail de traduction, d'abord, ça a été de trouver le rythme qui correspondait, le rythme en français, donc cette fois, qui correspondait à ce rythme original. Et, 翻訳者としてやっぱりそのリズム感がある文章だから翻訳にした段階でフランス語になったらそのリズムを生かすというか、そうですね、そのリズムも翻訳しないといけない。だってそれが再現されなかったらさっき2人で読んだみたく同時にフランス語と日本語で読んでセンテンスが噛み合ってバイリンガルリーディングになるわけがないので、そこはパトリック・オーナーという翻訳者がちゃんとリズムをフランス語に再現している。Bon, effectivement, je crois que vous l'avez peut-être repéré dans le passage où on lisait tous les deux ensemble, il y a des mots quand même qui tombent juste.
le nom des enfants, peut-être 2-3 autres noms que vous avez reconnus. Donc, effectivement, j'espère avoir trouvé un tout petit peu, en tant que traducteur, ce rythme de l'original. Mais moi, ce que je me suis posé, moi, en tant que traducteur, c'est est-ce que une traduction devait être lue à haute voix aussi? Lire des textes originaux dans leur langue originale, ou des auteurs qui lisent, comme Flaubert, qui gueulent leurs textes, ça existe. Mais une traduction qui se lit à haute voix, ça fait pas réel, ça fait un peu tricher. Parce qu'une traduction, c'est plutôt quelque chose qui est de l'ordre du pis-aller, et de quelque chose qui va essayer d'être... enfin, qui ne peut pas nécessairement prendre une position vocale et une position de gueuler un texte. 普通は翻訳っていうのは翻訳の文章はオリジナルの文章と違ってオリジナルの言語と違うんだから声を出して読み上げるのは普通はしないですよね。で面白いのはだけどそのリズムのある文章だからある意味で声を出して読めるような文章をしておきたいんですけれども、でもそれはちょっとなんかちょっと自慢話みたいな話になるからとりあえずその問題に関してはいろいろ考えたんですけども、で思った結局その結論としてはやっぱりまずその主人公の名前どうぞ久しぶり。Bon, en tout cas, c'était un problème qui était devant moi. Et ma conclusion, c'est que, bon, effectivement, on peut essayer de trouver un riff, on essaye de trouver une musique, on essaye de trouver une sonorité à ces phrases. Mais en tout cas, il y a quelque chose que moi, je ne pouvais pas maîtriser ou que je ne pouvais pas faire à la place du lecteur, c'était la prononciation des noms. Et que, effectivement, là, moi, je vous prononce le nom du garçon, c'est Tota. Et le nom de la fille, c'est Hitsujiko. Et je suis sûr que le lecteur français, il va lire Tuta et Hitsujiko. Et encore Hitsujiko, je le prononce Hitsujiko. Enfin bon, de toute façon, ça va pas marcher. Donc, j'ai pas trop de complexe à avoir. Je peux essayer de faire une phrase qui se lit. Le lecteur va se débrouiller pour casser le rythme, pour faire autre chose. Et だからその羊子とトータの名前、要するにトータとヨーコが羊子になっていると、これから単速で説明しておきますけども、あとは少し質問しますので、ちょっと待ってください。Et, donc je vais vous dire quand même un peu pourquoi, en tout cas, quel est le sens de ces noms, parce qu'effectivement les noms des personnages ont un sens. Alors le petit garçon, il s'appelle Tota, mais en fait c'est le nom que son père lui a donné, et le nom que son père lui a donné, c'est To, ça veut dire 10, et Uta, ça veut dire chant, au sens de chanson. Donc c'est 10 chansons. Parce que son père était producteur de musique. Mais le père disparaît, son père disparaît quand le petit garçon a 6 ans, il ne sait pas encore lire, donc lui-même il ne connaît pas le sens de son nom. Mais donc vous comprenez que To-Uta, qui devient To-Uta, je ne pouvais pas changer l'orthographe du nom, parce que j'aurais pu me débrouiller pour que ce soit To-Uta, enfin, enlever le U, quelque chose comme ça, mais quand même, puisque le sens c'était To-Uta, il me semblait que je ne pouvais pas supprimer ce U, et donc en français ça deviendra Tuta. Ça j'en suis sûr, mais c'est pas grave, tant pis. Et la petite fille alors. La petite fille, elle s'appelle Hitsujiko, mais c'est pas son vrai nom. Elle aussi, elle a 4 ans et demi quand elle perd sa mère et elle se retrouve toute seule sur l'île déserte. En fait, elle s'appelle Yoko. Et Yoko, ça s'écrit avec un caractère qui veut dire mouton. Et Ko, c'est un suffixe pour un nom de fille. Mais
le sens original c'est enfant. Mais quand même, Yoko, vous voyez, c'est un nom qui est assez courant parmi les femmes japonaises. Mais quand elle était bébé, elle pleurait beaucoup. Et donc sa mère, qui protestait, enfin qui n'était pas contente de la voir geindre tout le temps, au lieu de l'appeler Yoko, elle l'a appelé l'enfant mouton, le petit agneau qui pleure tout le temps. Et donc, ça ne se prononce pas Yoko, ça se prononce Hitsujiko. Hitsuji, c'est le mouton, et Eko, c'est le petit mouton. Et donc, elle-même, vous avez compris la subtilité ou c'est compliqué? C'est-à-dire qu'il y a un caractère qui s'appelle Yo dans certaines situations et qui s'appelle Hitsuji, qui se lit Hitsuji dans d'autres situations. Et donc son vrai nom d'état civil, si vous voulez, c'est Yoko, mais elle, le seul nom qu'elle a entendu de sa mère pour elle, c'est Hitsujiko, qui n'est, je crois qu'au Japon, il n'y a personne qui s'appelle comme ça. Et donc, c'est le seul nom qu'elle se rappelle, et quand elle se retrouve avec le petit garçon sur l'île déserte et qu'il lui demande son nom, elle dit Hitsujiko. Et quand les adultes, des années plus tard, les retrouveront sur l'île, les réintroduiront, leur donneront un état civil, ils n'ont aucun moyen de savoir quel est son vrai nom. Et donc ils diront, bon, ben, Hitsujiko, on n'y peut rien, c'est un mot bizarre, mais c'est pas grave. Voilà. という話だったんですけども、で、あとはその本の題名についてお聞きしたいんです。そのサウンドトラック。そのサウンドトラックってどういう意味ですか？例えばどんな街にもその街の主題歌となるような歌があるような気がするし、多分ある意味ある主題歌っていうのもあるんだろうし、そして一人一人の人生にそれぞれの人生の主題歌っていうのもあると思うんだけれども、じゃあこのサウンドトラックって小説の中で書いた巨大都市の東京には一体どんな主題歌をつけることができるのか、あるいはその自分の父親母親を亡くして自分の身の上がない人、人生のサウンドトラックを持ちようがない人たちが一体どんなサウンドトラックをもう一度自力で身につけることができるのか、そういう試みを原稿用紙1000枚で書いていったんで、すでに東京にはみんなの中でイメージがあるかもしれないけれど、本当の東京を登場人物たちが発見してそこに歌を授けていく。まず音をゼロにしてそういう歌ってなんだろうな、歌っていうのはすごく原始的なその人の本性っていうスローガンにはもっとプリミティブな、パトリック・オノレっていう名前だけど本当はパトリック・オノレではなくて、もしかしたらそこに秘められた言葉はただバーとかかもしれない。そういう本物のその存在を表すものを引き出していくための長い長い戦いの物語。それは歌で、サウンドトラックはそう始まった東京の音響。Alors, donc je vous demandais ce titre soundtrack, qu'est-ce que ça veut dire, puisqu'apparemment on parle beaucoup de son et de musique. Et alors, la réponse c'est, bon, tout lieu a une sorte de chant qui lui est propre. Et bon, âme a peut-être son chant, en tout cas son... Et chaque personne aussi a une sorte de mot, ou une sorte de phrase, ou une sorte de sonorité, ou de son, enfin c'est ce qu'il appelle un chant, qui le représente mieux que son nom, qui le représente à côté de son nom et peut-être mieux que son nom. Par exemple, il me disait, mais bon, toi tu t'appelles Patrick Honoré, mais peut-être ton vrai nom c'est Bird, quelque chose comme ça. À mon avis non, c'est pas ça. Mais bon, comme exemple, vous aurez compris. Et donc, dans ce livre, il est question effectivement de trouver ou de décrire le chant qui représente chacun des personnages qui apparaît dans ce livre. Et donc, soundtrack, c'est une sorte, c'est pour définir le livre, qui fait pas loin de 1000 pages quand même en japonais, de définir le livre comme une collection de toutes les chansons, de toutes les musiques, comme un CD, quoi, de tous les soundtracks, de tous les personnages qui apparaissent dans ce livre et exprimés selon leur
vérité propre. で、そこにちょっと今続けていいですか。はい、どうも。例えばここにいる人たちが全員アルルの、イメージ映像を作ると。でカメラを持ってアルルの街を撮影すると。で無声映画として音をつけないで撮影する。そのフィルムにそれぞれ曲とかサウンドトラックをつけてくださいって言った時に、観光客的なイメージだったら同じような音がついてくるし、あるいは一人一人微妙に違うのかもしれない。で僕が書いたサウンドトラックっていう小説は東京っていう、すでにステレオタイプなイメージのあるところにオリジナルな本当のそのサウンドトラックをつけてきたらどうなるんだろうっていう文字でのところに。Donc pour juste un peu préciser ma pensée, imaginez qu'on fasse un film sur Arles qui n'aurait pas de parole, juste on prendrait des images pour essayer de capter la vérité du lieu. Et sur ces images, on mettrait des paroles, on mettrait comme un poème, on mettrait des paroles sur une musique, pour faire une chanson. Il y avait aussi dans mon esprit, quand j'ai fait ce livre, l'idée d'écrire une sorte de chant pour chacun des personnages, une sorte de texte qui représente chacun des personnages comme des paroles à des images, les images étant leurs actions. Et moi, effectivement, je ne connaissais pas toutes ces histoires quand j'ai commencé à traduire. Et donc, mais moi, je me suis aussi posé la question de savoir qu'est-ce que c'était soundtrack, qu'est-ce que ça voulait dire ce titre. Et mon idée, c'était plutôt, je veux dire, il y a beaucoup de questions de musique, il y a question aussi de Tofa, le petit garçon, n'a aucun sens de la musique. Il a cette sorte d'infirmité qui fait qu'il ne sait pas reconnaître un son d'une musique. Il sait reconnaître le sens des paroles, bien sûr, il comprend ce que les gens disent, mais il ne fait aucune différence entre un bruit brut et une mélodie ou un rythme. C'est plus que juste chanter faux, c'est juste, il ne comprend pas ce que c'est que la musique. Pour une raison qui tient aussi au fait qu'il est arrivé sur l'île dans un bateau, dans le bateau de son père, avec la sono à fond. Et donc évidemment quand il s'échoue sur la plage, le bateau est détruit et la musique meurt à ce moment-là. C'est-à-dire la sono meurt et la musique meurt en lui aussi. Et mais effectivement il y a cette espèce de double face entre la fille qui devient une danseuse et le garçon qui lui ne comprend pas la musique. Mais ils sont environnés, ou en tout cas ils vivent dans un monde de vibrations. La vibration du tremblement de terre dont je vous ai parlé tout à l'heure, puis des explosions, toutes sortes de bruits. Et les vagues de la mer aussi. Enfin, tout ce qui est ondulatoire est très présent dans le livre. Et moi, il me semblait que soundtrack, ça voulait dire la terre, la terre elle-même comme un CD, et avec tous ces sons et toutes ces voix, comme le soundtrack est gravé sur le CD. でそれはどうですかと。なんかその地球がCD みたいになって、でその波になってるいわゆる、地震の波とか、音響の波とか、いろんな歌とか言葉、人間の言葉とか、自然の歌もいるんですけど、その自然の音とかいろいろ。でそれは地球っていう CD として刻まれているサウンドトラックではないかと思ってたんですけど、それはどうですか？トレビアンいつも読者の読み方の方が作家の観念的な言い方よりも深いところをつきます。C'est là où on voit que les lecteurs lisent parfois le livre plus profondément que l'auteur. ベルカみたいな犬の小説を書くときは犬の目になって
世界を見ていって、それこそ犬が聴いているような音を全部聴いていく。で今パトリックさんが言ったサウンドトラックは地球のこの回転しているこの球体がまさにディスクみたいなもので、そこの音を全部聞いてるんじゃないかというと、確かにこういう海洋小説みたいな大自然の中や都市の喧騒の中にいるものを書くときにはそれらを全部聞いていく。で都市も大自然も聞いていくってことは、地球そのものの音を聞きながらこの小説の中に書き留めていこうとしたわけで、その意味ではすごく正確なところをついてるんじゃないかなと思います。Donc effectivement, de toute façon, cette thématique des vibrations qui parcourent la Terre, c'était déjà quelque chose qui était présent dans Balka. À un moment, le chien vit au fond de la Terre et n'entend plus rien. Mais il y a certaines vibrations des bombardements, ça se passe pendant la guerre du Vietnam, et le chien vit dans les souterrains. Et il n'a plus aucune vision, il n'entend plus rien, il est à plusieurs mètres sous la terre et enfermé sans possibilité de sortir, mais il y a encore les vibrations des bombes qui lui parviennent. Et là, effectivement, dans Soundtrack, c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire que j'ai essayé d'écrire comme pour reproduire le son que j'entendais de tout ce que j'entendais en moi. Donc, à la fois le livre et le CD qui porte cette piste sonore, mais effectivement, il y avait dans mon écriture la volonté que ce livre contienne le monde entier, d'une certaine façon, donc que la Terre soit aussi le support des vibrations est tout à fait pertinent. あと日本人の評論家とかあとは自分もそうだったんですけれども、そのサウンドトラックっていうのは、文章でありながらその音楽のロックのギターソロみたいな文章でもありますけれども、それはどうなんですか？日本で一番著名なアメリカ文学を日本語に訳している人がサウンドトラックを書評でこれはドアーズだと、この小説がすごいサイケデリックなドアーズのアルバムなんだっていうふうには言われています。Alors, autre chose aussi, c'est que moi, quand je l'ai lu, je me suis dit, là, effectivement, la musique est plus qu'un thème, et c'est, en fait, ça se lit comme un solo de rock, en fait, un solo de guitare. Et alors, je lui demande comment c'est reçu au Japon, et il répond. Donc il y a un grand critique littéraire japonais qui est aussi un traducteur de littérature américaine en japonais, qui a dit Soundtrack, c'est un solo des Doors. Alors moi je vais vous dire, les Doors, c'est pas ma génération. Donc je suis pas d'accord avec les Doors. Mais il aurait dit, je sais pas, Led Zeppelin. Led Zeppelin, enfin, en tout cas, on ne va pas faire de l'exégèse rock, mais en tout cas, il y a effectivement l'idée d'un roman qui se lit un peu comme un solo de rock, et alors là, ça a un rapport très fort avec la traduction. Donc effectivement, qu'est-ce qu'il y a de rock, qu'est-ce qu'il y a de solo, qu'est-ce qu'il y a... Enfin, quand on essaye de traduire, comment on va gérer ça? Parce que là, c'est pas dans les mots, c'est pas dans les... C'est juste une sorte de dire que c'est une mélopée, c'est même pas ça. Et il y a... En fait, je dois avouer que ça facilite beaucoup le travail. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un solo de rock? Un solo de guitare, c'est quelque chose qui est assez facile à entendre. C'est-à-dire qu'il y a des gimmicks, il y a des choses qui impressionnent. On est assez facilement dans la fascination et dans le choc. Donc pour le traducteur, ça libère un peu,
C'est-à-dire, on n'est pas dans la profondeur, on n'est pas dans la subtilité, on est dans l'effet immédiat. Parce qu'un solo de Jimmy Page ou de Neil Young, de qui vous voudrez, des fois ça dure 10 minutes, et pour pas que l'auditeur s'ennuie, il fait des choses qui sont très faciles. En fait. Il fait des effets qui sont directs et qui ne sont pas dans l'évanescence et dans la subtilité. Et ça, c'est une grosse libération pour le traducteur parce qu'on peut effectivement jouer sur une sorte de pathétique qui est présent. Et le critère est simplement que ça fonctionne. というのは僕のギターソロっていうなんていうんですかイメージというか印象っていうのは翻訳者としてはすごく助かる。ああ、それがあることによって方針も決まるっていう。方針も決まってるし、あとはなんていうんですかその効果が出ればいい。要するに長いソロは難しい音楽だったら聴かない。まずその感動をエモーションを感じる。そうすると翻訳するときに迷うことはない。まずその効果が出ない。効果を出して。でもそのエモーションに焦点を当ててくれれば、必ずエモーションを起こそうとすれば、例えばこの小説のどこかのエピソードがすごいカタストロフィーの方が強くても、エモーションがあるとそれはロマンに常に近づいていくんで、このギターソロっていうイメージを持ってくれたことはとてもこの本の翻訳のためにいいかもしれない。Bon, en tout cas, j'avais pas écrit ça pour en faire un solo de rock, mais je comprends effectivement que quand l'effet émotionnel est quelque chose qui est à la base de cette écriture, c'est-à-dire que c'est bien effectivement pour que quelque chose remonte des tripes du lecteur que j'écris, et c'est dans cette optique-là que j'écris. Donc effectivement, si l'image d'un solo de guitare aide le traducteur, bon, pour moi ça me convient tout à fait. で今度はちょっと質問がありますけれども、まずフランス語を理解をしてあと質問をしたいと思います。Je vais vous lire un deuxième passage. C'est au tout début du livre. Le canot fut pris dans un fort courant de marée. Celui-ci conduisait la fillette quelque part. Certes, la marée n'a pas de volonté, mais le destin, ça existe. La fillette vivait encore. Du point de vue de l'arithmétique somatique, au bord de la mort peut-être, mais son âme respirait encore. Sans un mot, mais vivante. Le canot se rapprochait d'une terre. Des mammifères marins accompagnaient le canot et dansaient autour. De temps en temps, avec leur aileron dorsal ou leur flanc, ils poussaient gentiment le bateau. Des grands dauphins bleus comme la mer, plus d'une dizaine. Quelques-uns prévinrent à grands cris le garçon de 6 ans qui se trouvait à terre sur la plage, de l'arrivée du canot. Comme les trompettes que sonneront les anges quand viendra l'apocalypse. マタチオの中にですね、キリスト教の神話を引用してっていうか使って自分のものにして、日本の神話よりキリスト教関係のものを書く、それを使うことにした作家としてというマタチオの中にそういう説明があるんですけど、でまずそれは、なぜキリスト教の神話を使うかっていう。まずその質問の内容をフランス語にします。Là, je viens de lui demander, dans Au chevron, la lumière est pourtant innocente, il y a un passage que je mets en relation avec le passage que je viens de vous lire, où il dit page 18.
ces dernières années, je m'essaie à divers types de collaborations dans divers domaines, la musique, la danse, le graphisme, c'est ce dont il parlait tout à l'heure. Et travaillant avec des créateurs dont le moyen d'expression ne délivre pas le même type d'output, je réfléchis à des moyens d'augmenter le volume. Bon, c'est pas ce passage-là. En tout cas, je vais vous résumer. Je me suis trompé de passage. En tout cas, c'est un passage où il dit j'utilise la mythologie du christianisme pour mon écriture. J'ai fait le choix d'utiliser la mythologie du christianisme dans mon écriture. Et dans le passage que je vous ai lu là, donc il y a les dauphins qui apparaissent et qui annoncent l'arrivée du canot avec la petite fille sur l'île déserte, et il dit que les dauphins crient comme les trompettes que sonneront les anges quand viendra l'Apocalypse. Après, il y a évidemment une question que se pose le traducteur à propos de ça, mais d'abord je voulais lui demander pourquoi, quel est le sens d'utiliser le christianisme dans son écriture. Est-ce qu'il y a une éducation qui vient de là ou... ここにいる方々は、日本はキリスト教と関係ないと。例えば今日は2014年2月20日ですけれども、じゃあ日本はいつかというと2014年2月20日です。なぜならば日本の西暦というものを採用しているからです。日本の人間は全員キリストが生まれた年から始まる時間の下に生きています。D'abord, peut-être parmi vous, la plupart d'entre vous pensent que le Japon n'a rien à voir avec le christianisme. Or, figurez-vous que si aujourd'hui on est le 20 avril 2014 en France, on est le 20 avril 2014 au Japon aussi. C'est-à-dire que le Japon utilise le calendrier chrétien. Et que donc on vit au Japon dans un temps qui est réglé, qui est construit à partir de la naissance du Christ. 僕はやっぱりそれはとても奇妙なことだと思ってて、この世には例えばブッダが死んだ年から始まる暦もあれば、イスラムの人たちは、コーランの予言を受けた年から始まる暦を使ってて、なのになぜ日本はキリストの暦を使っているのか。それは日本っていう国が、文明開国といって西洋に対して扉を開いて西洋と同じような方向を歴史的に目指して150年前から始まってるんですけど、その見えないキリストの影っていうものは多分近現代の日本をずっと覆っているものだと思います。Ce que je trouve très étrange, parce que bon, il y a des pays d'islam basent leur calendrier sur le calendrier islamique. Des pays basent leur calendrier sur la naissance du Bouddha. Et pourquoi le Japon se sert du calendrier d'une religion qui n'est pas majoritaire dans le pays? Je trouve ça un problème très important. Le fait que la vie des gens soit réglée sur une chose qui n'est pas décidée eux-mêmes. Alors on peut dire effectivement c'est parce que c'est les Américains qui ont ouvert le pays, qui ont imposé la démocratie dans ce pays, mais c'est quand même étrange. やっぱり一つの国、一つの文化にとって時間を誰かが支配しているとはとても大きなことなんだけれども、それが実はイエス・キリストである。でもそのことはほとんど日本人は意識しなくって、西洋文明の仲間入りをするんだから、今年は2014年で当たり前だろうと、誰もそれが奇妙なことだと考えない。そこで物語を作り小説を書く人間としては、それはとてもいびつなことなのではないかということを随所に小説の中に入れていくような作業というのが僕という作家に必要でした。Alors, évidemment, ce que je dis là, la majorité, enfin la totalité des Japonais en sont totalement inconscients. Ils trouvent que c'est normal. Bon, d'abord, c'est peut-être la preuve qu'on fait partie de l'Occident. Et puisque de toute façon, c'est l'Occident qui nous a apporté la démocratie, c'est juste normal. Et moi, en tant qu'auteur, je ne trouve pas que c'est normal. Je trouve que c'est important de savoir, d'avoir conscience qui décide le temps dans lequel on vit.
僕は去年すごい分厚い小説を出したんですけど、原稿1000枚ぐらい、サンキロと同じぐらいの長さかな、ナムロックンロール21部教という小説を出したんですけども、これのテーマが、実在した、仏教テロリスト集団の話です。で、彼らはオウム真理教といって1995年に日本国内の地下鉄に毒ガスをまいて国内の中でテロを起こした。なぜそんなことを起こしたかというと、世紀末が来ることを演出しようとした。世紀末っていうのは2000年が終わるっていうことですね。キリスト教の暦を日本が導入していなければ世紀末っていうハルマゲドンという発想はなくて、彼らがテロを起こすことがなかった。で、この宗教団体は実際ヨハネの黙示録なんかも研究していて、そういうところで、言ってみれば頭がおかしくなってそういうテロを起こしてしまったんだけど、そのように現実にキリスト教の時間を入れたためにキリスト教の物語によってあれだけ多くの人が死に犠牲になっている日本という国自体のことは常にリアルに考えなくちゃいけないと思います。L'année dernière, j'ai sorti un gros livre qui fait aussi un millier de pages à peu près comme Saint-Jacques, qui parle d'un groupe, d'une secte bouddhiste qui a fait des actes terroristes. En particulier, que vous connaissez évidemment, c'est Aum Shinrikyo, qui ont diffusé le gaz mortel dans le métro de Tokyo. Alors, c'est un groupe qui se prétend, en tout cas, qui se définit comme bouddhiste et qui ont déjà tué des gens, ce qui est assez difficile à comprendre, mais enfin, surtout, pourquoi en 1995 mettre du gaz dans le métro? Eh bien, c'était pour déclencher l'Armageddon, pour déclencher la fin du monde. Et pourquoi déclencher la fin du monde en 1995? Et pour que ça corresponde avec l'an 2000. C'est-à-dire avec les 2000 ans du christianisme, quoi. Alors, quand on arrive dans un pays, quand un pays arrive à cette situation où des groupes prétendument bouddhistes font des actions qui ont non seulement pas grand-chose à voir avec le bouddhisme, mais en plus les calent sur un calendrier chrétien, alors là, je crois qu'il faut qu'on y réfléchisse sérieusement. 今の説明で大体伝わってますか？いや僕の今の説明大体パトリックさん質問に答えられてますか？大丈夫だと思いますけど、加えても。なんていうか、やっぱりキリスト教の持ってる神話が日本人から見るとエキゾチック。フランスの人から見たら日本の文化がエキゾチックにオリエンタルに見えるように、日本人にとっても、西洋のヨーロッパの文化がエキゾチックで、それでこのハルマゲドン、アポカリプスっていう物語のイメージは本当に20世紀の終わりの日本に本当にあふれていて、エキゾチックなイメージだからこそ日本人全員が引きつけられていったっていう、そういう背景がありますね。Alors, voilà. Bon, peut-être pour les Français, le Japon, la pensée japonaise, la culture japonaise apparaît comme quelque chose d'exotique. Dites-vous aussi que pour les Japonais, la pensée occidentale est quelque chose d'exotique. Mais la différence, c'est que parce que le christianisme et la pensée occidentale et la mentalité occidentale sont quelque chose d'exotique pour les Japonais, et c'est pour ça, c'est pour cet exotisme-là, que c'est grâce ou à cause de cet exotisme-là que des choses comme le calendrier ou des choses aussi basiques que ça se sont facilement incrustées dans la société japonaise. C'est parce qu'on aime bien les choses exotiques. Et, alors maintenant, si vous vous rappelez encore le texte qui parlait des dauphins et de l'Apocalypse, il y a
quand un auteur comme ça, quand un auteur utilise comment dire, la mythologie ou le contexte chrétien dans son livre, d'abord c'est quelque chose, on va dire, c'est facile. Parce qu'on est sûr que le lecteur identifiera le contexte culturel. Hein? Ça, c'est aussi réformant, non? Oui, mais là, enfin, certainement. Mais, je vais y venir. Mais tu as raison, c'est vrai. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que quand on a dans un livre, quand on a dans une écriture des références à la mentalité japonaise très profonde, on est mal à l'aise, on est mal, parce qu'on n'est pas sûr que le lecteur va identifier et comprendre. Alors que quand c'est des références chrétiennes, on peut faire confiance au lecteur. On va se dire, il les connaît. Mais la difficulté, c'est effectivement que les références bibliques ou chrétiennes, nous, on ne les utiliserait pas à ce moment-là. Et on ne verrait pas, enfin, je ne sais pas si vous l'avez senti comme ça, mais des dauphins qui crient pour annoncer l'arrivée d'un bateau sur une plage, moi, je n'aurais pas associé ça avec les trompettes de l'Apocalypse. N'est-ce pas? Donc ça fait quelque chose de très, très étrange. というのは、例えば昼から来て、船と一緒にビーチにたどり着きますよね。でそうするとアルマゲドンのエンジェルがランパを吹くっていうイメージがついてるんですけれども、おそらくフランス人作家だったらその歌はしないような、だからある意味で翻訳者としては、まあキリスト教の神話が入っているのは、安心して翻訳できる。要するに読者がおそらくそれが聖書からのそれは面白いのは、日本の読者はそこが聖書の引用だっていうことは、もちろん黙示録って書いてあるから気づくかもしれないけど、ラッパを吹くとかのエピソードまでは日本人は知らないわけで、知らないように書いたのに翻訳するとフランスの読者はイメージがすごいビビッドになる。これが翻訳された時に文化の重要の違いとしてとても面白い。翻訳っていうのは一つの閉ざされた国の作品を他の国に渡した時に別な広がりを見せてくる要因ではないかなというふうに思います。C'est intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être le lecteur japonais identifie l'Apocalypse comme une référence chrétienne, mais je ne suis pas du tout sûr que le lecteur japonais moyen sache que dans l'Apocalypse, il y a des trompettes. Donc la référence, si vous voulez, elle est pas au même niveau, ou en tout cas, elle n'a pas du tout la même importance. Alors que le lecteur français, lui, il va tout de suite identifier les trompettes et il va les comparer avec les dauphins, et ça va lui faire un mélange bizarre. Parce qu'effectivement, les dauphins, on est plutôt dans l'Ulysse et dansまあ、とりあえずそのイメージ的にはそのヒルカとラッパーは綺麗な何かが始まってるっていうイメージ。ところがキリスト教の人たちから何か終わるっていう、そこの逆転が面白い。En tout cas, ça ne trouble pas trop l'auteur que nous, on associe l'Apocalypse et les trompettes de l'Apocalypse à quelque chose qui se termine, alors que lui, il avait écrit plutôt comme quelque chose qui se développe, et qui s'ouvre. Bon, mais si ça ne trouble pas plus que ça ne va pas troubler le traducteur non plus. Oui, Patrick, oui. Je profite de ce premier échange avec la salle pour simplement te dire qu'il faut garder un petit peu de temps pour échanger. Oui, et que je ne sais pas où tu en es dans ce que tu as prévu de faire, mais voilà, d'accord. Donner cette indication.
j'espère vous avoir donné une idée du livre que c'est et de la position du traducteur dans cette entreprise. Bon, maintenant on va parler de quelque chose d'un peu plus léger, un peu bien que... en tout cas, donc cette fois, Furukawa Hideo est venu en France, pas seulement pour venir à Arles, mais à l'origine c'était pour faire une tournée avec des amis poètes en France, à Paris, à Rouen, au début mars. Une tournée de lecture publique de ses œuvres et d'œuvres de ses amis poètes, à Lille aussi, et puis va même à Londres. Et donc c'était l'occasion de sa venue en France qui m'a fait lui dire bon, mais écoute, moi je suis à Arles à ce moment-là, viens donc voir. Et bon, c'est comme ça que ça s'est fait. Et il venait en France à cette période-là, début mars, parce qu'évidemment c'est le 3e anniversaire de la catastrophe de Fukushima. Vous aviez fait le rapprochement. Alors, Arles, au mois de février, c'est pas nécessairement la période où on se dit on va visiter Arles. Alors, il faut en profiter. Alors, à Arles, il y a quelque chose qui est quand même intéressant, c'est que c'est pas seulement la Provence rieuse de Daudet et tout ça, c'est aussi une Provence beaucoup plus âpre. Et c'est le Mistral, c'est l'hiver, c'est la Camargue. Alors, je lui ai dit, si tu veux te documenter un peu sur cette région en février, tu devrais lire Malicroix d'Henri Bosson. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ça devrait. Et en tout cas, donc, il l'a lu en japonais parce que le livre est traduit en japonais. Et donc il a choisi un texte, un passage de Malicroix qui lui a donné une image d'Arles, ou en tout cas de la Provence âpre et de la Camargue en hiver. Et peut-être... Voilà notre patrie, monsieur de Maigrenu. Et encore, n'en voyez-vous que la face pluvieuse de l'automne, la moins agressive de toutes, en dépit des présentes apparences. Mais là n'est pas, monsieur, son vrai visage, car sur ces canaux, ces lagunes, ces landes de cailloux, où règne le silence habituel aux solitudes, vous allez entendre bientôt une voix terrible, le vent. このようなのが私らの国なのです、ムッシュとめぐるみよ。そして今あなたが目にしておられるのは雨がちな秋の顔に過ぎね。これは今の見かけにもかかわらず一年中で最も温和な顔なのです。しかしこんなものはいいですか、ムッシュ。この国は本当の顔でなどありません。なんとなればこれらの水、ガタ、小石だらけの荒れ地、ひたすら赤量につきものの沈黙の支配するこれら土地の上に間もなく恐ろしい声をお聞きになるであろう。つまり風です。 C'est le pays du souffle. ここは風吹きすさぶ国なのです。 De vrai, monsieur, s'écria-t-il, au monde d'étendue plus favorable à la vie du vent. Vent de mer, vent de terre, tout. Brise qui arrive le soir par-dessus les vases brûlantes et qui apporte les exhalaisons des ajoncs douceâtres d'été et des racines d'osier rouge qui pourrissent le long des marécages. Nappes vives d'air frais qui, tout à coup, sentent le sel et les embruns. Vent du nord, Mistral, tramontane, qui se rue sur les salicornes, arrache les galets, fatigue les toits, ébranle les murs des bergeries tapis au ras du sol. Toute l'étendue n'est que pleine, grondement vers la mer, colère du fleuve. En Camargue, le vent est ivre, il trépigne, il tournoie, il perd la tête. Nul obstacle aux dévastations, une terre nue, des eaux pâles, et à l'horizon, toute moutonnante, la mer qui arrive du large en se hérissant. Tout se plie à la loi du vent, les eaux, le végétal, l'homme, les bêtes, et la plus puissante de toutes prend à la bise âpre son impétueuse fureur. Là règne le taureau, bête du vent. 実にムッシュ、およそ世界中にこの国ぐらい
風の暮らしに適した土地はありゃしませんぞ。海風であれ陸風であれどんな風でもだ。夕方焼けるような泥の上を渡ってきて夏の甘ったるいハニエリシダの好気を、そしてまた沼に沿って泥に浸っているコリヤナギの根の匂いを運んでくるそよ風。突然潮と波しぶきの匂う冷たい空気の激しいはためき。北から吹く風、あっけしそうの上をどよのし砂利をもぎ取り、屋根を疲れ切らせ、地面すれすれにうずくまった羊飼い小屋の壁を揺るがすミストラルやトラモンターヌ。この辺り一帯は全てひたすら悲嘆であり、海へ向けての信任、川の怒りと化すのです。カマルム地方では風は酔いどれだ。潮を踏み鳴らしぐるぐると渦を巻き、もう正気など失せてしまう。その攻略にいかなる障害もありえない。むき出しの大地や蒼白な水、そして地平線には沖合から波を逆立てて打ち寄せる一面に泡立ち騒ぐ海。全てが風の掟に身を屈するのださ。水も草木も人間も獣たちも、そしてあらゆる獣の中で最も力あるものが告白な北風に向かって激しい怒りを爆発させる。ここに君臨するのは猛牛、すなわち風の野獣なのだ。メルシー。Alors, on a réussi à voir les taureaux, on a vu les chevaux, on a vu la mer, on a vu la Camargue, on a vu les oiseaux, on a même vu des moustiques. Le vent, on ne l'a pas encore vu. Bon, on ne désespère pas, c'était un peu pour ça. Ah non, il ne faut pas. Bon. まだその風がまだ合ってないので、そう合ってない合ってない。ねでもこれから来た方がいいですですよね。で、je voudrais quand même raconter une histoire que je n'ai pas encore dit. Je veux dire, on a préparé sa venue quand même, et je lui ai parlé d'Arles, je lui ai parlé de la Camargue, et je lui ai parlé de plein de choses. Il y a une chose que je ne lui ai pas dit, et que je voudrais lui dire maintenant. Et je voudrais que vous fassiez attention à sa réaction. そのいろいろそのカマルとかアデルについていろいろ話してるんですけれども、まだ一つまだ話してない大事な重要なことはまだ話してないんですけども、それはまずそのロイヌ川の話なんですけども、ロイヌはスイスで始まってスイスで生まれて、でそのジョネーバの湖ラキレマになって、で西側に流れてるんですね。でリヨンあたりに曲がって南にまっすぐ来るんですね。そのまっすぐのそのローヌ川の谷は、まあ、東にはアルプス山脈があって、で、西の方にはレモン・デュ・リバレとかデュバレっていう山脈があって、山と山が山で、要するにその狭い、割と狭い道になって、で、その狭い道に沿ってミストラルという北からの風が吹いてきます。で、そのリヨンとアビニョンありますよね。アビニョンという町で、その南にはアールがあります。で、そのリヨンのアビニョンに何かあるかと言いますとですね、原子力発電所の要するにトリカスタンとか、ガダラシュ、ナフプっていう原発の4カ所で、地震はないけど、ないと言っても大きいのは今のところないんですけれども、日本の、震度1、2ぐらいのは結構あります。津波は来ないでしょう。でも全く大丈夫かとはミストラル吹くんだから風力発電にすればいいんじゃないですか。でどこに来るかその側はアルミに当たるのね。その原発が何か起きたらミストラルが来たとかで全部アルミに当たるんだと思うんですよ。という話なんですね。Et ça, j'ai l'impression que vous avez compris de quoi je parlais. Voilà. Donc vous voyez, c'est facile.
facile le japonais. Alors, on avait aussi un problème de... Pas un problème, en tout cas on a réfléchi quand Yann nous a dit que bon, on allait peut-être faire un événement dans le cadre de passage de l'étranger. Donc j'ai transmis l'information au Japon et donc il s'agissait de savoir qu'est-ce que ça veut dire le passage de l'étranger. Alors moi tout de suite j'ai sorti mon japonais de fait et alors je dis oula, c'est des jeux de mots, il y a le passage du nord-ouest, il y a un étranger de passage, enfin, il y a toutes sortes de significations à ce titre comme ça. Et donc, il a réfléchi à une traduction. Alors, ce n'est pas une traduction courte, mais c'est une traduction donc, passage de l'étranger. Et pour illustrer, ou en tout cas pour correspondre à ce titre-là, il a proposé un texte qu'il a écrit l'année dernière et que donc on pourrait lire maintenant. Donc, est-ce que c'est un passage de l'étranger en japonais? Ouais, 実はなので静かに読みます。 va lire plus tranquillement. 白鳥とメイとその子供、その池の土手には水色の看板が立てられていた。僕の記憶にはない看板だ。そこには2羽の白鳥が描かれていて、まずそれが目を引いた。それから日本語で白鳥はシベリアからの友達です、仲良くしてくださいとある。それだけではない。ロシア文字もあって翻訳された日本語がようこそ郡山への意味だとも解説していた。つまり白鳥たちにロシア語で挨拶していたのだ、その看板は。郡山というのは僕が生まれた土地で福島県の中部にある。これは去年の正月の出来事だ。僕は姪と一緒に近所を歩いていた。近所といってもあるのは田んぼ、林、池、もっぱら鯉を養殖する。それから東北自動車道とそのインターチェンジ、そんなものだ。姪はこの時30歳で住んでいるのは神奈川県内。一昨年の夏結婚した。白鳥だってと僕は姪に言った。秀夫君、ここ知ってたと姪が聞いた。いや、でも新聞に何か実家から1キロ圏内に白鳥が飛来する池があるって書いてあったな。25年前から来るようになったって。俺が家を出たの26年前だからそれで知らないんだよ。私も全然知らなかったよと姪は言った。僕たちは土手を上がった。白鳥は1羽もいなかった。それどころかほとんど水がなかった。池は干上がっていた。震度6で揺れたあの地震で水を流し入れたり出したりする機構が壊れてしまったんだ。それも確か新聞で読んでいた。これに予算を回せる余裕は地元にはない。会ったこともない白鳥たちに会えるかもしれないと期待して、その30秒後に会えないと分かった。とても悲しかった。切ないと思った。放射能がどうのこうのよりも切なかった。姪は一児の母になった。いつかはその子供に白鳥を見せたい。一緒に見たい。僕は心から。ありがとうございます。Les cygnes, ma nièce et son enfant. Les cygnes, c'est les oiseaux. Les cygnes. Il y avait un panneau bleu ciel planté sur la digue qui fermait la pièce d'eau. Et dans mon souvenir, ce panneau n'existait pas. 2 cygnes y étaient dessinés, qui attirèrent mon regard tout d'abord. Puis une phrase en japonais. Les cygnes viennent de Sibérie. Ce sont nos amis. Soyez gentils avec eux. Ce n'était pas tout. Il y avait aussi quelque chose écrit en russe. Et une explication en japonais comme quoi cela signifiait « bienvenue à Koriyama ». Autrement dit, c'était une façon de faire bon accueil aux cygnes en russe, ce panneau. Koriyama, c'est ma ville natale. Elle se trouve au milieu du département de Fukushima. Ce que je raconte s'est passé pendant le nouvel an 2013. Je marchais avec ma nièce dans le quartier. Quand je dis le quartier, en fait, ce sont surtout des rizières, des bosquets, des pièces d'eau pour l'élevage de carpes. Et l'autoroute du Tohoku et son échangeur. C'est à peu près tout. À ce moment-là, ma nièce avait 30 ans. Elle vit à Kanagawa, au sud de Tokyo,
L'été dernier, elle s'est mariée. Oh, des signes, j'ai dit. Hideo, tu le savais? Pas du tout. Mais il y a une mare où des signes viennent à moins d'1 kilomètre de chez mes parents. J'ai lu ça sur le journal. Ils viennent chaque année depuis 25 ans. Mais comme j'ai quitté la maison il y a 26 ans, en fait, je l'ignorais. Moi non plus, je n'en savais rien, dit ma nièce. Nous avons grimpé sur la digue. Pas de signe. Presque pas d'eau non plus, d'ailleurs. Le plan d'eau était en train de s'assécher. Le fameux tremblement de terre, qui a été ressenti de force 6 ici, a détruit le système de vannes de mise en eau. Je l'avais lu dans le journal, ça aussi, maintenant que j'y pense. Et la commune n'a pas les moyens. Je m'étais fait une fête de voir ces signes que je n'avais jamais rencontrés, et 30 secondes plus tard, j'avais compris que je ne les verrais jamais. Ça, c'était triste. Trop triste, j'ai pensé. Plus triste que les histoires de radioactivité et tout le bazar. Ma nièce vient d'avoir un enfant. Je voudrais lui montrer les signes un séjour à cet enfant. Je voudrais les voir avec lui. Non, franchement. Alors, maintenant, si peut-être si vous avez des questions. Si je l'ai bien compris, vous avez dit que pour le traducteur, ça n'a pas de sens de traduire à haute voix. De traduire à haute voix ou de se répéter la traduction qu'il vient de faire. Je n'ai pas bien compris pourquoi vous dites ça. Parce qu'il y a des textes de théâtre, mais même sans ça, le rythme, pour la traduction c'est important, bien sûr, vous êtes d'accord. Donc je me suis juste demandé pourquoi ça... Je comprends. J'ai du mal à m'exprimer. Effectivement, je ne pensais pas d'abord au texte de théâtre, parce que je n'ai jamais traduit de texte de théâtre. Je pensais à des romans. Ce que je veux dire, c'est que... D'abord, je ne dis pas que je ne lis pas les textes à haute voix chez moi, dans ma chambre, tout seul. Mais je veux dire que c'est un peu bizarre de les lire en public. C'est peut-être ça que j'ai mal exprimé. Et pourquoi je trouve ça quand même un peu bizarre? C'est-à-dire que lire à haute voix en public un texte, c'est lui donner une valeur supplémentaire, lui donner une légitimité par la voix. Oui. Et quand c'est un texte original, dans quelque langue qu'elle soit, il est légitime de la vocaliser. Et quand c'est une traduction, en principe, à moins que ce soit purement informatif, en principe, la phrase de traduction n'est pas censée avoir une valeur égale au texte original. Alors ça, je suis plutôt d'accord. On se trouve dans le même monde. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que le traducteur a l'auteur de sa traduction? Bien sûr que si. Ah ouais, bon, alors, c'est... Je sais pas moi. C'est un deuxième texte. C'est un métatexte. Oui, là, je veux dire, je suis convaincu de ça, hein. Il n'y a pas de souci. Ce que je veux dire, c'est que moi, je me sens un peu prétentieux si je lis ma traduction ou la traduction de quelqu'un d'autre. Enfin, c'est pas vraiment en particulier. Comment dire, de lire une traduction en faisant comme si c'était beau. Si vous voulez que je le dise comme ça. Vraiment, je suis d'une autre planète, vous êtes d'une autre planète, je sais pas. C'est toute l'idée, non? C'est parce qu'a fait votre auteur lorsqu'il a lu Bosco. Justement, quand votre auteur a lu Bosco, il a mis une intonation extrêmement dramatique
Pourtant, il le dit dans une traduction. Alors que vous... C'est la grande différence. D'abord, ce n'est pas sa traduction. Oui, effectivement, il faut le dire. C'est une traduction. C'est un poète très connu au Japon qui a fait cette traduction. Il y a 24 ans. Donc c'est pas un livre récent. En tout cas, si vous voulez, je suis assez content d'avoir une belle opposition parce que je n'aurais pas dit ça si je n'avais pas su que j'avais un public qui était fortement, comment dire, au courant des problématiques de traduction. Mais, donc, j'avoue que je le dis un peu aussi de façon polémique, mais quand même, je le pense réellement. Je pense que c'est... Une hiérarchie de valeurs. Entre l'original et la traduction. Alors peut-être ce que vous voulez dire, c'est de défendre. Mais c'est une hiérarchie qu'on retrouve contractuellement aussi d'ailleurs, dans le contrat avec un traducteur, puisque il y a toujours une phrase qui oblige le traducteur par rapport à l'auteur. D'abord dans la qualité, et puis aussi dans le respect de l'œuvre. Et finalement, il y a une hiérarchie aussi. On ne peut pas signer avec un traducteur, avant d'avoir signé avec l'auteur. On dit hiérarchie précisément. Certainement. Et puis il y a aussi peut-être un problème de tradition ou de temps. Peut-être le temps fait quelque chose à l'affaire. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut jouer des pièces de Shakespeare en français. Je ne crois pas que ça pose un problème. Hein? Ou peut-être les Anglais trouvent que c'est déjà bizarre, effectivement. Donc voilà, ça en pose. Maintenant qu'on passe outre au problème et qu'on lise des traductions, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, et puis c'est ce qui justifie la traduction. Effectivement, ça ne m'empêche pas de traduire, et même de lire. Mais je crois que c'est important de ne pas oublier que cette question existe et ça ne limite pas. Moi, j'aime ce côté. Tant mieux, hein, mais... C'est-à-dire que ça voudrait dire qu'aucun livre ne peut être lu à haute voix, sauf dans sa langue, quoi. C'est étrange parce que pour les gens qui ne parlent pas l'anglais, enfin, puis qu'on les a... C'est pour ça que la traduction existe, on est d'accord. Hein, oui. C'est pour ça qu'on soit a à fait. voix haute ou à voix basse, enfin... C'est si compliqué que ça, ce que j'ai dit. En fait, personne ne comprend complètement ta modestie. Mais je pense que c'est lui, c'est ce traducteur-là qui parle. Patrick, tu te positionnes en passeur. Parce que Patrick, on est d'accord, tu dis est un traducteur qui laisse aussi des espaces ouverts, qui ne veut pas forcément tout expliquer et tout passer d'une langue à l'autre absolument. Et à la fois, c'est un magnifique traducteur. Je ne parle que de lui, là. J'ai bien quand même l'ambition de faire passer les choses qui sont marquées. Mais je ne sais pas si j'ai besoin de me défendre. Je veux dire, vous avez le droit de penser à autre chose. Ça vient pas du fait aussi que la traduction, c'est spécifiquement passer d'un texte écrit à un autre texte écrit. Oui, mais c'est un peu ça. Parce que sinon, et la lecture de notre ami ici a bien aussi que c'est plutôt de l'ordre d'être l'interprète du texte et il se met dans un autre rôle. Et je comprends qu'en position de traducteur, moi je préfère éventuellement entendre lire les textes sur lesquels je travaille que je les lire moi-même, parce que, surtout devant un public nombreux, parce que il y a l'unité, d'accord, mais parce qu'on travaille sur la matière écrite avant tout, quoi.
本から始まって、でその本になるもの、その声は、まあ、自分の文章を声を出してもいいんですけれども、基本的にその声はなんか不必要というか、まあ本から始まっても普通はいい。C'est assez proche de ça, ce que je veux dire. C'est ça. C'est-à-dire que la traduction, l'écrivain, il a écrit. Comment l'écrivain a écrit, j'en sais rien, ou je le sais, et il y a toutes sortes de façons d'écrire. En lisant à haute voix, ou en parlant ces phrases, ou pas. Mais en tout cas, la traduction, elle commence par un texte écrit, pas par une voix. Et... Si tu mets quelqu'un sur une île et que tu l'isoles comme le Robinson Crusoe du premier, tu te mets à parler tout seul. Oui, mais la parole est... Bon, c'est une autre question, s'il vous plaît. Je peux peut-être juste rebondir sur ce que disait la Chanel par rapport à l'espace laissé, puisque c'est quelque chose qui, effectivement, dans une phrase qu'un tas de monde on a cité dans le programme, puisque tu dis, bon, j'ai fait mon travail, maintenant au lecteur de faire le sien. Et si je compare avec une dernière rencontre qu'on a eue ici, avec Agnès de Sarthe, qui parlait de son rapport avec Cynthia Ozick et de son travail de traduction et de la façon dont elle a cherché très longtemps un prénom qui puisse correspondre, rendre une cascade de jeux de mots, de sens secondaires, etc. Ici, pour Hitsuchiko, c'est ça le prénom, je l'ai évidemment très mal prononcé. Tu laisses le travail au lecteur d'y mettre, voilà, par rapport à ce qui pourrait être un dérivé de Agnès, de Agnès, de quelque chose qu'on pourrait imaginer à partir du petit bouton. Donc effectivement, il y a plusieurs degrés par rapport à ce vide ou ce plein dans le choix.パトリックさんのやってることが他のここの翻訳の人とちょっと違うとしたら、日本語って見るように上から下に書いてある。で、皆さんはこれをこう翻訳する。で、パトリックさんだからこうなってるのこうやってるから、横を横にやってる人たちは違って、それでこうリズムとか声に出すってことが必要になってきてる。ありがとうございます。Quand même, il faut dire, il y a une différence entre ce que vous traduisez, la façon dont vous traduisez, vous, tous qui êtes là et qui êtes traducteurs aussi, c'est que vous traduisez des langues qui sont horizontales et vous les traduisez en horizontal. Et que Patrick, lui, il traduit du vertical et il le met en horizontal. Et c'est pas tout à fait la même chose. Je vais pas essayer de développer plus que ça. Voilà, c'est ça. Puisqu'on est revenu à des questions d'espace, une question
traverse l'esprit qui concerne le début de cette rencontre, où il était beaucoup question d'espace à travers la danse, l'écriture qui traverse le corps, voilà, aussi une communication non verbale, beaucoup d'éléments qui viennent du théâtre. Et je me demandais si dans le processus d'écriture, puisque Hideo-san a écrit pour le théâtre en premier, je crois, s'il était dans son rapport à l'écriture marqué par ça, au sens où c'était une écriture du plateau, qui était partie d'un travail du plateau avec des acteurs, ou si c'était au contraire la projection de son univers qui était ensuite interprétée.劇場でやる文学っていうのは全て俳優の体を通してこうやって声になる文章なんで、最初戯曲をいっぱい書いてからその後小説家になった人間としても、紙にこの書きつけられた言葉だけではなく、これが読者の頭の中で必ず肉体を通るんだっていう意識が常にあります。Oui, effectivement, dans l'écriture de théâtre, c'est une écriture qui passe par le corps de l'acteur, et donc tout est écrit en fonction de cette finalité qui est que ces mots doivent passer par un corps, et ça c'est encore quelque chose qui me reste dans mon écriture, certainement, même si c'est un choix, où de toute façon c'est pas destiné à être interprété, mais en tout cas il y a effectivement une écriture qui est portée par un personnage imaginaire, mais qui est porté quand même. S'il n'y a plus de questions, je vous suggère de poursuivre la soirée pour ceux qui le veulent ou peuvent autour d'un verre, parce qu'il est déjà assez tard, mais on passe une très très belle soirée. Moi je voudrais vraiment remercier Louis.